Thierry Berthet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche en sciences politiques au CNRS, au laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix-en-Provence et au centre Émile Durkheim à Bordeaux. Durant votre carrière, vous vous êtes intéressé aux politiques de lutte contre le décrochage scolaire, notamment avec une visée internationale et comparée. Vous avez également travaillé sur les politiques d'orientation scolaire et professionnelle, les politiques de l'emploi et sur le rapport au travail des jeunes. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, récemment Le travail et la société française aux éditions CNRS avec Delphine Mercier, publié en 2025, et Gouverné par injonction, les politiques du travail entre devoir et pouvoir aux éditions Octares avec Josiane Véraud et Christophe Guiton. Depuis 2022, vous coordonnez le projet TDL qui signifie Travail des lycéens et des lycéennes et trajectoire scolaire, financé par l'Agence nationale de la recherche. Au sein de ce projet, vous cherchez à mettre en lumière le travail lycéen qui est aujourd'hui très peu documenté et à étudier ses impacts sur les parcours des jeunes. Cette recherche vous a donc conduit à mener près de 500 entretiens, dont plus de 250 auprès d'élèves de lycées généraux et professionnels et plus de 130 auprès des professionnels des établissements. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous mettez derrière cette notion de travail lycéen ? Alors on a choisi d'avoir une acception très large du travail parce que c'est un phénomène qui est très peu connu, donc on a voulu l'explorer le plus largement possible et donc on a retenu tout ce qui est travail formel, c'est-à-dire qui donne lieu à un contrat de travail informel, donc un travail légal mais non déclaré, et le travail illégal, notamment prostitution et trafic en tout genre, sachant que dans le cadre de cette recherche, on finance une thèse sur la prostitution des mineurs. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelles sont les formes de travail que vous avez retrouvées le plus couramment ? Alors les principales formes de travail qu'on va retrouver chez les élèves, c'est des choses assez classiques comme le babysitting ou des travaux à domicile, mais également de la restauration, de l'animation, beaucoup. On a aussi pas mal d'élèves qui travaillent sur de la revente sur Internet, notamment. Ok. Voilà. D'accord. Donc votre enquête montre l'importance de ce phénomène qui était jusqu'ici complètement passé sous les radars, c'est-à-dire que les jeunes lycéens sont très nombreux à travailler. Je rappelle les chiffres et vous pourrez y revenir. Un lycéen sur 4, toutes filières confondues, travaille pendant l'année scolaire et c'est un chiffre qui passe à un lycéen sur 3 si l'on considère uniquement la filière professionnelle. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur ces résultats et en particulier sur le profil des jeunes? Qui sont ces lycéens qui travaillent? Tout à fait. Alors on a effectivement un quart des jeunes qui travaillent durant l'année scolaire. Ça, c'est des chiffres qui concernent uniquement les jeunes qui travaillent le soir et le week-end. Si on rajoute ce qui nous intéresse aussi, les petites vacances, c'est-à-dire les vacances de Toussaint, de Noël, de printemps et d'hiver, alors là on monte à 33% pour tout le monde. Pour ce qui est de la voie professionnelle, on rajoute 5 points de plus parce qu'il y a effectivement plus de jeunes qui travaillent en voie professionnelle. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de portrait type des jeunes qui travaillent. En fait, c'est un phénomène qui concerne tous les élèves, quelle que soit la CSP, quel que soit le type d'établissement, général, technologique ou professionnel, avec des variations qui peuvent être des variations territoriales, par exemple sur les types d'activités. Okay. On va avoir des jeunes qui vont donner un coup de main à la ferme, par exemple, ou travailler, par exemple, à castrer le maïs à Oloron-Sainte-Marie ou dans les cabanes à huîtres à Oléron, alors qu'en ville, on va avoir d'autres formes d'emploi, d'autres formes d'activités. On est frappé par le nombre d'élèves qui travaillent, effectivement, par l'intensité du travail aussi. Il faut savoir que quasiment un élève sur deux, 48%, travaille plus de 10 heures par semaine. Et ces 10 heures par semaine, au fond, c'est quasiment un seuil au-delà duquel ça commence à devenir un risque en termes de décrochage scolaire. D'accord. Est-ce que vous avez dit, donc j'ai bien entendu que c'était un chiffre qui était partagé par toutes les catégories finalement de jeunes. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les jeunes qui seraient les plus précaires ? Il y a une spécificité en termes d'intensité du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce qui nous préoccupe, parce que c'est de nature à renforcer les inégalités scolaires, on a effectivement des jeunes en situation de précarité qui n'ont pas le choix d'aller travailler et qui vont travailler plus d'heures que les autres. Les autres travaillent, tout le monde, enfin beaucoup d'élèves travaillent, y compris s'ils ont de l'argent de poche de la part de leurs parents, parce qu'il y a derrière un véritable désir d'autonomie et désir de pouvoir gérer et dépenser son argent comme on l'entend. Donc on a effectivement beaucoup de jeunes, une très large majorité de jeunes qui travaillent tout en ayant de l'argent de poche de la part de leurs parents, qui par ailleurs sont très fiers
et nous le disent. Les élèves nous disent que leurs parents sont très fiers du fait qu'ils travaillent et eux sont fiers de travailler. C'est une véritable aspiration à l'autonomie et à la connaissance du milieu des adultes. En fait, c'est un élément important de la transition de l'enfance vers l'âge adulte. D'ailleurs, les élèves qui sont dans l'animation nous le disent de manière très claire. Ils disent « Quand je suis en centre de loisirs, je suis un adulte. Dès que je reviens au lycée, je redeviens un enfant. » Et vous avez commencé à en parler, mais effectivement, ma question suivante, c'était comment justement cette réalité, ce travail lycéen, il impacte la trajectoire des jeunes et en particulier le lien, vous avez commencé à en parler avec le décrochage scolaire ou plus largement avec l'insertion professionnelle. Tout à fait. Ça a été un peu le point de départ de cette enquête parce qu'en fait, pour avoir travaillé sur le décrochage scolaire en Italie et au Québec, je me suis rendu compte que dans les deux cas, on accordait de l'intérêt, notamment au Québec où c'est véritablement une problématique très forte. Sachant qu'il y a beaucoup plus d'élèves du secondaire qui travaillent au Québec, on est au-delà de la moitié des élèves qui travaillent, mais ça a été identifié depuis très longtemps comme un risque, un facteur de risque, donc non prédictif, mais un facteur de risque de décrochage scolaire. Donc on est parti un peu avec cette idée-là d'aller enquêter, parce que dans la littérature française sur le décrochage scolaire, on n'en parle jamais. En fait, c'est pas un facteur qui est du tout identifié en France en lien avec les trajectoires scolaires. Mais on fait aussi l'hypothèse que ça peut renforcer les trajectoires scolaires pour un certain nombre d'élèves. Il y a des élèves pour qui ça donne sens aux études. Par exemple, je suis caissière dans un Intermarché ou je suis manutentionnaire dans une entreprise. Je ferai jamais ça quand je serai grand. Donc je vais réinvestir ma scolarité. Et les élèves sont très conscients de l'importance du diplôme, sont très conscients des réalités du marché du travail. Et donc du coup, ça peut renforcer effectivement leur accrochage scolaire. Donc c'est pas un facteur ça va dépendre des situations en fait, et notamment de l'intensité du travail. D'accord. C'est intéressant aussi, cet effet qui n'est pas mécanique finalement. Tout à fait. Entre le travail et les trajectoires. Sachant quand même que plus d'un élève sur deux travaille au moins une semaine sur deux dans l'année. D'accord. Donc c'est pas juste des petits boulots comme on a pu le dire jusque-là, il y a véritablement des formes d'emploi, alors formelles ou informelles, beaucoup dans l'informel. On a 70% des élèves qui ont répondu à ce questionnaire, donc ça concerne 15 000 élèves qu'on a interrogés. 70% de ceux qui travaillent nous disent qu'ils ont commencé entre 14 et 16 ans. D'accord. Donc, à un âge qui peut être celui du collège, et un âge qui en tout cas n'est pas celui où on a légalement le droit de travailler, parce qu'on a construit en France, autour d'une barrière à 16 ans, cette idée que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, et on ne peut commencer à travailler qu'une fois libéré des obligations scolaires, pour reprendre les termes du premier Code du travail de 73. D'accord. Et donc, vous avez également conduit des nombreux entretiens auprès des professionnels des établissements, que ce soit des enseignants, des chefs d'établissement, ça peut être également des CPE. Comment est-ce qu'eux, ils appréhendent ce phénomène ? Est-ce qu'ils l'ont en tête ? Comment est-ce qu'ils le voient et le perçoivent ? Je dirais très peu, très mal. Les professionnels qu'on a rencontrés ont été particulièrement étonnés de l'importance du phénomène. Ils l'ont découvert en fait à l'occasion de notre enquête. À la fois les enseignants, quand on passait dans les classes pour solliciter des élèves, le témoignage d'élèves, bien sûr anonyme et confidentiel, les enseignants étaient véritablement stupéfaits de voir le nombre d'élèves qui levaient la main dans la classe parce qu'ils ne réalisaient pas qu'il y avait autant d'élèves qui travaillaient. Les chefs d'établissement, pareil, j'ai en tête ce chef d'établissement qui nous disait « Oh là là, vous savez, chez moi, on est en milieu rural privilégié. Si vous trouvez 3 à 5 élèves qui travaillent, c'est beaucoup. » On a fait le tour des classes, on s'est dit on va aller voir toutes les classes pour trouver ces 3 à 5 élèves. Et en fait, en 2 heures, il y avait 60 élèves qui voulaient témoigner. Donc véritablement une forme d'invisibilisation du phénomène qui n'apparaît que de manière problématique. C'est-à-dire quand effectivement, il va y avoir des élèves qui sont très fatigués en classe, des élèves qui vont avoir un absentéisme marqué. Là, on va se poser la question et du coup, on va se rendre compte que finalement, ils travaillent en fait. D'accord. Ils passent pas leur soirée sur leur tablette ou leur smartphone. En fait, ils ont un boulot. D'accord. Et du coup, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'Italie et du Québec notamment où cette question-là est mieux prise en compte. Est-ce que dans ces pays ou dans ces régions, il y a des politiques publiques spécifiques qui permettent de répondre justement à cette peut-être meilleure conciliation entre travail et scolarité finalement ? Alors, en Italie, pas vraiment, parce qu'effectivement, c'est un pays qui a découvert tardivement la question du décrochage, de la dispersion scolaire, pour reprendre le terme qu'on utilise en Italie. Par contre, au Québec, c'est un phénomène qui est identifié depuis très longtemps. On a identifié le phénomène en Italie parce qu'il y a une forme d'aspiration des élèves par le système productif qui est très vrai, notamment dans ce qu'on appelle la troisième Italie du centre-nord-est, où il y a beaucoup de petites entreprises en milieu rural, où là, effectivement, les jeunes vont être un peu captés par le système productif avant de diplômer. Au Québec, on avait un peu le même phénomène, mais depuis très longtemps, on a mis en place des politiques publiques. Par exemple,
On va aider les élèves, c'est-à-dire si vous devez travailler pendant vos études, voici quelques conseils. Et donc il y a des sites internet qui accompagnent les élèves ou des professionnels. Et on travaille aussi avec les branches professionnelles, avec un label en fait, d'une forme de responsabilité sociale par rapport au cumul études-travail ou à la conciliation études-travail, où les entreprises s'engagent à ne pas faire des contrats de plus de 12 heures par semaine, à libérer les élèves pendant les périodes d'examen ou à harmoniser les horaires de travail avec les horaires de cours. Ce qui n'est pas vraiment le cas en France. D'ailleurs, il y a un tiers des élèves qui ont répondu à ce questionnaire qui nous disent qu'ils ont du mal à organiser leur temps de travail entre les études et le travail. Si vous prenez 28 heures, qui est en moyenne ce qu'on fait au lycée, vous rajoutez le temps des devoirs et vous rajoutez 10 heures de travail, on est au-delà des 50 heures. Et donc, c'est vraiment une charge extrêmement lourde. Et c'est une réalité qui est prise en compte aussi au sein des établissements et par les enseignants, par exemple Pas vraiment. Elle va l'être davantage en lycée professionnel parce qu'à la fois, il y a une proximité plus forte avec notamment les enseignants des matières professionnelles. Mais c'est véritablement un phénomène qui passe complètement sous les radars. C'est intéressant aussi la relation avec les enseignants dans les filières professionnelles parce qu'ils vont d'une certaine manière les accompagner, leur donner des tuyaux. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que les compétences que les jeunes valorisent, ce qu'ils ont appris dans le travail, c'est pas des compétences professionnelles, c'est pas des compétences techniques, c'est des compétences psychosociales. C'est parler à des adultes, c'est gérer une relation avec un client, c'est savoir organiser son agenda, son temps de travail, donc des compétences qui sont aujourd'hui pas du tout valorisées, notamment dans Parcoursup. Et est-ce que ces compétences-là, par exemple, dans des pays comme le Québec, où c'est mieux connu, elles sont valorisées aussi dans la trajectoire scolaire ? Tout à fait. Tout à fait. Et donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire bouger les lignes en France ? Alors, même déjà en produisant de la connaissance. Ce qu'on peut remarquer, et ça a été le cas du décrochage scolaire, c'est-à-dire on a commencé à parler de décrochage scolaire quand il y a eu des travaux de recherche qui ont pu quantifier et qualifier le phénomène. Dire combien et dire comment, pourquoi. Ça a été le cas en France après un appel d'offres interministériel sur la déscolarisation. Et on se dit que en fait, notre premier travail comme chercheur, c'est de produire de la connaissance et de porter cette connaissance le plus largement possible. D'où l'entretien qu'on fait aujourd'hui ou d'autres entretiens qu'on a pu faire ou d'autres formes de valorisation ou de diffusion de la connaissance. Après, les acteurs publics s'en empareront. On a fait cette enquête dans une relation très proche avec les rectorats et c'est une enquête qui a obtenu le soutien des 3 recteurs dans les 3 académies puisqu'on est sur les académies, enfin sur les régions académiques Nouvelle-Aquitaine, PACA, La Réunion, ce qui couvre 6 académies en fait, et les recteurs des régions académiques ont soutenu cette recherche. Donc on compte aussi sur eux pour faire ça. D'ailleurs, dans le questionnaire qu'on a fait, on l'a individualisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a généré un questionnaire par établissement. Et donc, les 110 lycées qui ont répondu au questionnaire, qui ont organisé la passation dans leur mur, on va leur renvoyer une petite fiche avec les informations sur leur établissement. Avec possiblement donc, des expérimentations dans les établissements Oui, après, ils s'en saisiront comme ils voudront. Ça, c'est la responsabilité des chefs d'établissement. La nôtre, c'est de produire cette connaissance. Merci. Et pour finir, alors, quelles sont les prochaines étapes dans vos recherches ? On comprend que vous en êtes aussi au début. Donc, quelles sont vos prochaines étapes ? Pour l'instant, donc, on continue à dépouiller cette enquête parce qu'on a beaucoup de données. On a, alors, c'est pas 500, c'est plus de 400 entretiens qu'on a fait avec 250 jeunes, 130 et un peu plus. On est en train de faire passer un questionnaire dans les missions locales aussi parce qu'en fait, on a du mal à objectiver la relation avec le décrochage scolaire. Notamment parce qu'on interviewe et parce qu'on fait passer un questionnaire à des élèves qui sont scolarisés. Donc on le fait passer maintenant un petit questionnaire à des élèves déscolarisés pour voir si eux, dans leurs dernières années d'école, ils travaillaient plus ou ils travaillaient de manière importante, histoire de pouvoir un peu objectiver ce phénomène. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout enquêté, dont je pense que c'est important de l'enquêter, c'est l'apprentissage. L'apprentissage parce qu'on l'a écarté. Parce que l'apprentissage est déjà organisé, la relation entre les études et le travail. Mais surtout, il y a un point qui est important, c'est les accidents du travail. Qu'est-ce qui se passe quand ces jeunes qui travaillent, notamment dans le secteur informel, vont avoir un accident ? On sait que, par exemple, au Québec, c'est ce qui a amené en juin 2023 le vote d'une loi qui fixe un âge minimum légal. Jusqu'en 2023, il n'y avait pas d'âge minimum légal au Québec. On a fixé un âge minimum à 14 ans, parce qu'en fait, dans la période précédente, c'était des jeunes de 11 à 13 ans, donc des collégiens, qui s'étaient mis à travailler pour compenser en fait un énorme besoin de main-d'œuvre sur le marché du travail. Et donc il y a eu beaucoup d'accidents, soit dans la restauration, dans le bâtiment.
Et donc, ça a créé un espèce de mouvement de revendication par rapport à ça, qui a abouti au vote d'une loi qui fixe un âge minimum légal. En France, la première loi sur le travail, au milieu du 19e siècle, dans les années 1841-47, c'est une loi qui fixe un âge minimum légal pour le travail des enfants, qui était de 8 ans à l'époque. Et donc, on a un peu construit notre droit du travail par rapport à ça, d'où peut-être cette idée selon laquelle, en France, on est élève jusqu'à 16 ans, et on n'est que élève jusqu'à 16 ans, dans les mentalités, dans nos représentations. Et on se consacre uniquement à ces études. Et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, on a un système éducatif qui est aujourd'hui très orienté vers l'insertion professionnelle, mais on néglige complètement cette expérience que les élèves font du marché du travail. On fait comme si, en fait, ils étaient élèves 100% de leur temps, jusqu'à ce qu'un jour, ils rentrent sur le marché du travail et ils découvrent le travail. Et en fait, c'est pas vrai. Merci beaucoup et on va continuer donc à suivre avec intérêt les prochains résultats de vos enquêtes. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.